Dans l'histoire des grands drames criminels, certains visages marquent durablement une époque. Des visages banals qui ne laissent rien paraître et se fondent dans la masse. Pourtant, derrière cette apparence tranquille, l'horreur sommeille avant d'exploser au grand jour. L'histoire de Nordahl Lelandais incarne celle d'un homme qui a côtoyé des centaines de personnes sans jamais éveiller le moindre doute. Un ami, un frère, un fils, un militaire, un collègue. Un homme sans histoire en apparence. Comment devient-on n'importe qui en faisant n'importe quoi? Jusqu'au jour où son chemin croise celui de Maëlys de Araujo et d'Arthur Noyer. Deux noms, deux destins anéantis. Deux affaires qui plongent la France dans l'horreur absolue. Pendant des mois, la disparition de la petite Maëlys tient le pays en haleine. Une famille dévastée, une fillette qui s'évapore en pleine fête. Un mystère qui semble insoluble. Au fil de l'enquête, un nom émerge peu à peu, celui d'un invité au mariage, un homme dont la présence intrigue. Quelqu'un qui aurait discuté avec Maëlys avant qu'elle ne disparaisse. Il s'appelle Nordahl Lelandais. Très vite, les preuves s'accumulent contre lui, mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette affaire va en révéler une autre. Quelques mois plus tôt, en pleine nuit, un jeune caporal de 23 ans a lui aussi disparu. Son nom, Arthur Noyer. C'est à ce moment que l'enquête bascule. Ce qui semblait être un drame isolé se transforme en quelque chose de bien plus vaste. Et si Nordahl Lelandais n'en était pas à son premier crime? Elle ne sera plus jamais là, dans la nature, comme un déchet. C'est ainsi qu'il l'a abandonnée dans la nature. Une enfant a disparu. Qu'on arrête avec ça. J'espère qu'un jour, comme je l'ai dit au procès, on se retrouvera. On se reverra un jour dans un monde meilleur, là où tu es. L'affaire Nordahl Lelandais ne constitue pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une époque où la société s'interroge de plus en plus sur ces criminels invisibles, ces hommes qui mènent une vie normale, en apparence sans jamais éveiller le moindre soupçon. Depuis des décennies, la France a vu émerger des figures du crime qui avaient tout un point commun, leur capacité à se fondre dans la masse et à dissimuler leur vraie nature. Mais Lelandais ne ressemble pas au tueur en série classique. Il n'a pas de mode opératoire fixe, ne revendique rien et ne joue pas avec la police. Pourtant, son affaire prend une ampleur inédite. Elle éclate à une époque où chaque crime devient une affaire publique. Dès la disparition de Maëlys en 2017, son visage envahit les écrans. Les plateaux télé débattent, les réseaux sociaux s'enflamment et analysent chaque détail. Impossible pour Lelandais de disparaître dans l'ombre. Il est traqué en temps réel. Mais alors, comment un homme comme lui a-t-il pu passer inaperçu aussi longtemps? La réponse est simple. Il sait se fondre dans le décor. Il est sympa, sociable, sans signe apparent de danger. Mon frère n'a jamais eu d'accès violent, et puis surtout pas avec un enfant. Il est ce pote qu'on invite en soirée, ce collègue avec qui on rigole. Rien à première vue ne le trahit. Derrière cette façade se cache un prédateur, un homme qui sait quand et comment attaquer sans jamais attirer l'attention. Autrefois, un criminel comme lui aurait peut-être continué ses méfaits pendant des années sans être inquiété. Mais aujourd'hui, les méthodes d'enquête ont changé. Effacer ses empreintes et faire disparaître un corps ne suffit plus. Chaque caméra, chaque téléphone, chaque donnée numérique devient une pièce du puzzle. Et pourtant, une question persiste. S'il a pu tuer Arthur sans éveiller de soupçons avant Maëlys, combien d'autres ont pu croiser sa route avant eux? Cette interrogation pousse les enquêteurs à rouvrir d'anciennes affaires, à examiner chaque disparition non élucidée dans la région. Car le plus effrayant dans l'histoire de Nordahl Lelandais, ce n'est pas ce qu'on sait déjà. C'est peut-être tout ce qu'on ignore encore. Avant d'être connu pour ses crimes, Nordahl Lelandais est un homme comme un autre. Né le 18 février 1983 à Boulogne-Billancourt, il grandit en région Rhône-Alpes dans une famille sans histoire. Rien en apparence ne le distingue du voisin lambda. Pourtant, au fil de l'enquête, des zones d'ombre émergent, des épisodes flous, des comportements instables. De quoi essayer de comprendre comment il en est arrivé là. D'abord, un détail intrigue. Un passage mystérieux durant son adolescence. Sa mère raconte qu'il voulait intégrer une classe sport-études, mais qu'un jour, il a refusé d'y retourner sans jamais expliquer pourquoi. Un ami confirme cette anecdote, expliquant que personne n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé.
un traumatisme, une expérience marquante? Impossible à dire. C'était quelqu'un de doux, quelqu'un de compréhensif. Quelqu'un qui me faisait rire, c'était une belle personne. Qui rigolait, qui était toujours avenant. On avait nos cercles d'amis, on sortait, on allait au lycée, on faisait nos balades. C'était une relation magnifique, je veux dire. Mais c'est sa compagne de l'époque qui apporte un élément troublant. Elle confie aux enquêteurs que Nordahl aurait pu être victime d'attouchements étant enfant. Sa mère aurait déjà eu des doutes, d'autant plus qu'un directeur d'établissement où il était scolarisé aurait été renvoyé pour des faits similaires. S'il y a eu un traumatisme, il n'en a jamais parlé. En 2001, Nordahl s'engage dans l'armée, direction le 132e bataillon cynophile. Mais son parcours tourne court après seulement 4 ans. Il est réformé. La raison, des troubles psychologiques et une consommation excessive de cannabis. Il s'était enfermé dans sa chambre et il fumait du cannabis. Il avait bloqué la porte pour être tranquille. Son comportement pose problème. Il est décrit comme instable, agressif, incapable de gérer la pression. L'un de ses supérieurs ira même jusqu'à le qualifier de boule puante, une présence néfaste pour son entourage. Son chef de section faisait remonter souvent que pour obtenir quelque chose du chien, il le martyrisait un peu. Quand ça n'allait pas, il forçait le chien, presque à l'étrangler, pour lui montrer qu'il était le maître et qu'il avait mal. Ses ex-compagnes dressent elles aussi un portrait inquiétant. Céline, l'une d'elles, décrit un homme menteur, manipulateur, profiteur, quelqu'un qui supporte très mal les ruptures. Après leur séparation, elle avoue avoir acheté une bombe lacrymogène par peur des représailles. Mais malgré ces éléments, rien à ce stade ne laisse deviner l'horreur à venir. Pour son entourage, il est un peu paumé, un peu borderline, mais pas forcément dangereux, du moins pas encore. Là, la victoire d'Olivier, sur un combat, bien sûr. Ses côtés soigneux, toujours présents pour nous aider. Le 11 avril 2017, Arthur Noyer, jeune caporal de 23 ans, passe la soirée en ville avec des amis à Chambéry. Après plusieurs verres en boîte de nuit, il décide de rentrer en stop. Il pense qu'un conducteur bienveillant pourra l'aider à regagner sa caserne. Mais cette nuit-là, Arthur disparaît. Il n'arrivera jamais à destination. Son téléphone cesse d'émettre, aucun témoin ne signale l'avoir vu après son départ. Au début, personne ne s'inquiète plus que ça. Un jeune homme qui ne donne plus de nouvelles après une soirée arrosée, ça arrive. Un accident, une fugue, l'hypothèse est envisagée. Mais l'armée ne plaisante pas avec l'absence de ses soldats. Dès le lendemain, son absence est signalée et les recherches commencent immédiatement. Grâce à cette réactivité, les enquêteurs récupèrent les images de vidéosurveillance de la ville avant qu'elles ne soient supprimées au bout de 48 heures. On y voit Arthur marchant seul dans les rues de Chambéry quelques heures avant sa disparition. Et on se rend compte qu'ils ont pu refaire le parcours et voir le Landais là, dans sa bagnole, qui tourne pendant des heures, en voiture, à pied, qui est en chasse, on va dire. Une Audi A3 grise apparaît à plusieurs reprises sur les images, présente aux mêmes endroits que le jeune militaire. Mais aucune preuve tangible ne permet encore d'expliquer ce qui lui est arrivé. Arthur, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as 24 ans. Tu nous manques terriblement. Nous espérons à chaque instant de tes nouvelles. Nous sommes là tous pour toi, et nous continuerons ensemble à remuer ciel et terre jusqu'à ce que la lumière soit faite. L'enquête patine. Pas d'ennemis, pas de dettes, pas d'histoire trouble. Arthur est un jeune homme sans problème, apprécié de ses proches, heureux dans sa vie comme dans son travail. Alors qui aurait pu lui vouloir du mal? Puis, quelques mois plus tard, une autre disparition vient tout faire basculer. Nous sommes le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. C'est une soirée de fête. Anne-Laure et Eddie s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Jolie cérémonie, la mariée était jolie. Il y avait une jolie voiture, il y avait beaucoup de monde parce que le parking était tout plein. Ils ont sonné les cloches, elles ont même sonné 2 fois parce que les mariés n'étaient pas sortis apparemment. On s'était tous préparés quand aussi on est allé chez le coiffeur le samedi matin. On était un peu en retard d'ailleurs, donc on était content d'aller faire la fête. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Les rires et la musique remplissent la salle. Parmi les invités, une petite fille de 8 ans, Maëlys, danse, s'amuse, insouciante.
Vers 2h15, Maëlys est vue pour la dernière fois par sa mère près de la piste de danse. Puis en un instant, elle disparaît. Les recherches commencent rapidement. On fouille les alentours, on appelle son prénom. On imagine d'abord qu'elle s'est simplement perdue. Mais très vite, une évidence glaçante s'impose. Maëlys ne s'est pas volatilisée toute seule. Quelqu'un l'a emmenée. Moi, je reçois un SMS à 7h17 et c'était très laconique. Petite fille a été enlevée à la salle des fêtes. Je repianote immédiatement sur mon portable pour dire « Donnez-moi plus d'explications. De quoi s'agit-il » L'affaire prend immédiatement une tournure inquiétante. Une fillette de 8 ans ne s'évapore pas dans la nature en pleine nuit, et encore moins en plein mariage, entourée de familles et de dizaines d'invités. Très vite, les gendarmes déploient leurs moyens pour la retrouver. Les recherches s'intensifient aux abords de la salle des fêtes dans la commune de Pont-de-Beauvoisin. On fouille les rivières, on fouille les bois, on questionne les témoins, on repasse au peigne fin chaque recoin du site, mais aucune trace de Maëlys. Dans les heures et les jours qui suivent, les enquêteurs analysent les témoignages. Ils commencent à repérer une présence troublante dans cette affaire. Un homme, invité du mariage, qui aurait été aperçu en train de discuter avec Maëlys peu avant sa disparition. Un homme qui, cette nuit-là, a quitté la fête à 2 reprises avant de revenir en changeant de vêtements. Cet homme, c'est Nordal Lelandais. Eddy, militaire de profession, connaissait Nordal Lelandais depuis une vingtaine d'années. Il l'avait invité au vin d'honneur. Nordal avait forcé pour revenir après le repas, pour faire la fête avec le groupe. Eddy a accepté, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Lorsque tout le monde cherche Maëlys, Nordal n'est pas là. Lorsqu'il revient à la salle, la mère de Maëlys l'interpelle directement en lui demandant s'il a vu sa fille. Mais il lui répond que non. Quand je l'ai vu, il revenait du parking. Colline était avec moi et je lui ai demandé s'il avait vu Maëlys. Il m'a dit non, je ne l'ai pas vue, sur un ton banal, comme s'il ne la connaissait pas. Après avoir été alerté vers 4h du matin le 27 août 2017, la gendarmerie est intervenue rapidement sur les lieux de la disparition de Maëlys de Arojo. À ce moment-là, Nordal Lelandais était déjà rentré chez lui. Il n'a donc pas été présent lors de l'arrivée des forces de l'ordre. Il n'a pas participé aux recherches initiales menées par les invités et les autorités. Les jours suivants, les enquêteurs s'intéressent de plus en plus à lui. D'abord, son attitude intrigue. Il ne participe pas activement aux recherches, il reste en retrait. Il ne semble pas affecté comme les autres invités. Et puis, il y a ces versions contradictoires qu'il donne aux gendarmes lorsqu'ils l'interrogent informellement le 29 août, soit 2 jours après la disparition. Une information décisive tombe. Un témoin affirme que le lendemain du mariage, Nordal Lelandais a procédé à un nettoyage minutieux de son véhicule. Il a frotté longuement avec insistance, passant plus d'1 heure à laver l'intérieur et l'extérieur de son Audi A3. Ma sœur m'a dit que quelqu'un l'avait vu à la station de lavage pour laver sa voiture le dimanche. J'ai trouvé bizarre que le dimanche, tout le monde s'inquiète pour Maëlys et lui, il va laver sa voiture. C'est pas une chose prioritaire ce jour-là. Nordal, ses voitures, c'est pas la première qui est clean de A à Z. Moi-même, je rentre dans sa voiture, si j'ai les pieds crado, il me dit de faire attention. Le 31 août 2017, 4 jours après la disparition de Maëlys, Nordal Lelandais est placé en garde à vue. Durant les premières heures d'interrogatoire, Lelandais nie en bloc. Il garde son calme, jure qu'il n'a rien à voir avec la disparition de la fillette. Il lui a simplement parlé de ses chiens dans la soirée. Mais il affirme être rentré chez lui après la fête. Il multiplie les fausses pistes pour justifier ses allers-retours en voiture. Il affirme qu'il s'est changé parce que son Bermuda était taché de vin. Les enquêteurs insistent, lui montrent les images de vidéosurveillance, lui parlent de son nettoyage suspect, mais rien ne le fait flancher. Lelandais s'accroche à son mensonge, répétant encore et encore qu'il n'a rien fait. Après 36 heures de garde à vue, faute d'aveu suffisant, il est relâché, mais il reste sous surveillance. Si aujourd'hui nous n'écartons pas la thèse accidentelle au regard du temps écoulé depuis la disparition de la jeune Maëlys et au regard des moyens malheureusement vainement déployés pour la retrouver, la piste criminelle à ce stade n'est plus écartée. Son attitude intrigue les enquêteurs. Un homme innocent paniquerait, essayerait de coopérer, voudrait prouver qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. Lui, non. Il reste froid, calculateur, presque même détaché de tout ça. Rien à dire, des accusations, des choses comme ça.
C'est tellement grave. Je connais les mariés, bien sûr, ce sont des amis. C'est d'autant plus désagréable tout ça. Vous avez répondu aux accusations sur le fait que vous ayez des égratignures. Vous leur avez expliqué quoi? Ça, ce sont des choses courantes de la vie, je veux dire. On fait un bout de jardin. Bon, des fois, on se prend une petite branche dans les pieds. Voilà. Les gendarmes ont bien compris et ont bien vu ces choses-là. Pour les gendarmes, aucun doute. Le Landais cache quelque chose. Mais il est malin, méthodique. Il sait comment esquiver les accusations. Il décide alors d'examiner son véhicule. Des prélèvements sont effectués et les analyses confirment l'impensable. Les traces d'ADN de Maëlys sont retrouvées dans la voiture. Les gendarmes ont désormais suffisamment d'éléments pour le considérer comme le principal suspect. Mais encore faut-il lui faire avouer ce qu'il a fait cette nuit-là. Le lendemain de son échange avec les journalistes, Nordal le Landais est arrêté pour enlèvement et séquestration. Là, vous êtes dans la chambre où dormait Nordal. Tout a été perquisitionné, donc tout est en bazar, c'est vraiment le chantier. C'est un pas de plus qui, au plan humain, pour les parents de Maëlys, veut dire évidemment quelque chose. Et a évidemment une signification très pessimiste quant à ce qu'il est advenu de la petite Maëlys. Les jours passent et, malgré les soupçons accablants qui pèsent sur lui, il continue de nier. Même lorsque l'ADN de Maëlys est confirmé dans sa voiture, il refuse toujours d'admettre qu'il l'a enlevée. Effectivement, il avoue qu'il a parlé avec Maëlys, mais qu'elle a voulu monter dans sa voiture pour voir ses chiens avec un petit garçon blond. Sans preuve concrète, les enquêteurs n'ont rien. Nordal se plaint d'acharnement judiciaire et sa famille le soutient. Elle espère que la gendarmerie trouvera un jour le vrai coupable. Là, nous, tes parents, ta sœur, notre famille, nos amis, on est tous présents pour toi. Nous voulons que la vérité soit révélée le plus vite possible. On remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Pendant ce temps, les recherches continuent. La France entière suit l'affaire. Le 2 septembre 2017, soit quelques jours après la disparition de Maëlys de Arojo, une battue citoyenne a été organisée pour tenter de retrouver la fillette. Des centaines de volontaires se sont mobilisés pour participer à ces recherches autour de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. La solidarité, c'est un peu essentiel à notre époque, je pense. Je connais déjà quelqu'un qui a connu un drame de la même circonstance. Donc je sais très bien comment les parents peuvent être derrière. On a tous des enfants, on se sent concernés, on se sent tous concernés et il faut la retrouver. Il faut la retrouver, cette petite. Au cœur de l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys, il y a près de 2 mois, un cliché pris par des caméras de vidéosurveillance. Sur la route, au volant, le suspect Nordal le Landais, l'heure où la fillette a disparu. Mais ce qui va véritablement déclencher l'alerte, c'est une vidéosurveillance capturée par une caméra municipale située à proximité de la salle des fêtes. Sur ces images, on voit l'Audi A3 grise de Nordal le Landais quitter le parking dans la nuit vers 2h47 du matin. Rien d'anormal à première vue. Mais en y regardant de plus près, un détail glace les enquêteurs. Sur le siège passager, une petite silhouette blanche. Sur 2 de ces vidéos, nous voyons une forme blanche plus qu'une forme, puisque c'est une silhouette de petite taille, semble-t-il une enfant ou en tout cas quelqu'un de petit, avec une robe blanche et des cheveux qui semblent bruns. Maëlys portait ce soir-là une robe blanche sans manches. Il y avait d'autres éléments qui l'incriminaient pendant ces 6 mois. Il y avait d'autres choses que vous aviez découvertes. Il y a eu les vidéos de surveillance, les caméras dans la ville de Pont-de-Beauvoisin, à côté de Le Landais. Les enquêteurs ne le savent pas encore avec certitude. Mais une chose est sûre, l'homme devient le suspect numéro 1. Les parents de Maëlys n'ont aucun doute, c'est bien leur fille sur les images de vidéosurveillance. Bien sûr qu'il y a des zones d'ombre, mais une chose qui est évidente, c'est qu'à 2h45, l'enfant n'a pas disparu. Je ne suis pas dans une stratégie « une enfant a disparu », qu'on arrête avec ça. Alors la gendarmerie nationale décide de frapper un grand coup. L'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, est mobilisé. Leur mission, traquer l'invisible. L'Audi A3 grise de Le Landais, déjà au cœur des soupçons, est placé sous examen minutieux. Des experts en combinaison blanche, gantés, armés de lampes spéciales et de réactions chimiques, se penchent sur chaque millimètre de l'habitacle. Ils savent que si Maëlys est montée dans cette voiture, elle y a obligatoirement laissé des traces. Et là, enfin, après des heures d'analyse poussée, ils trouvent un minuscule éclat de sang,
une micro-trace, cachée, invisible à l'œil nu, mais bien présente. Et elle appartient à Maëlys. À cet instant précis, il n'y a plus aucun doute. Le monstre est démasqué. Désormais, la pression devient insoutenable. Pris au piège, écrasé par l'évidence, le Landais finit par craquer. Le 8 février 2018, soit un peu plus de 5 mois après la disparition de Maëlys, il avoue enfin avoir tué la fillette. Mais il parle d'un accident. Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Ils savent que leur fille est morte. Nordal Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. Selon sa version, il aurait pris Maëlys dans sa voiture pour aller voir ses chiens. La petite fille aurait pleuré, ce qui l'aurait poussé à la frapper violemment. Une justification qui ne convainc personne. Pas croire, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pour ça qu'au mois d'avril, je compte aller le voir et lui demander exactement ce qui s'est passé, point par point, et avoir la vérité vraie. Le 14 février, il conduit les enquêteurs jusqu'au corps de Maëlys. L'enquête touche à sa fin. Les restes de la fillette ont été découverts dans une zone boisée de la commune d'Attignas-on-Saint en Savoie. Selon nos informations, la quasi-totalité du squelette de Maëlys a été découverte. Quand j'ai eu l'enquêteur qui m'a dit qu'il avait retrouvé Maëlys, j'ai eu comme un espoir de la voir vivante. Maëlys, mon poussin, tu étais joyeuse, pleine de vie, un enfant de ton âge. Tout s'évapore en un instant. Il ne me reste que ces beaux souvenirs et mon cœur plein de tristesse. J'ai partagé 9 années de bonheur avec toi, Maëlys. Tu étais si belle. Ton regard était profond, rempli d'amour et malicieux. Mon poussin, tu aimais bien que je t'appelle comme ça. Ton absence laisse un grand vide en moi. Cette découverte a permis de mettre fin à l'incertitude sur le sort de Maëlys. Elle a constitué une étape cruciale dans la procédure judiciaire. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas si je serais là aussi encore aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, mes parents, ils sont incroyables. Franchement, je leur tire mon chapeau. Ils sont en courage, je les remercie pour tout. Comment tu as vécu ces 6 mois d'attente ? Je me sentais seul déjà, j'avais perdu ma moitié. J'avais entre guillemets perdu mes parents, bien sûr, ils étaient anéantis, ce qui est normal. Ils étaient focalisés sur ma petite sœur et franchement, c'est ce que je souhaitais à ce moment-là. Déjà soupçonné d'avoir tué la petite Maëlys, Nordal Lelandais a donc été mis en examen aujourd'hui pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Un drame terrible, un monstre enfin démasqué. Mais les enquêteurs ont un doute. Et si cette affaire n'était que la partie émergée de l'iceberg ? Quand la gendarmerie de Chambéry apprend qu'une enquête de disparition inquiétante non loin d'ici est menée et qu'une Audi A3 grise est impliquée, elle s'y intéresse de plus près. Cette fois, les enquêteurs savent à qui appartient la voiture. Si les caméras ne permettent pas de voir Arthur monter dans le véhicule, une autre preuve va venir sceller le destin de Lelandais, les téléphones portables. En examinant son téléphone, ils trouvent une connexion troublante. Le soir où Arthur Noyer a disparu, les 2 téléphones portables de Lelandais ont borné exactement au même endroit que celui du jeune militaire. Ils ont suivi le même trajet, au même moment. Puis, brutalement, celui d'Arthur s'éteint. À ce moment précis, celui de Lelandais passe en mode avion. L'examen du téléphone de Nordal Lelandais établissait qu'il avait effectué le 25 avril 2017 des recherches sur Internet en utilisant les mots-clés « décomposition d'un corps humain » alors qu'Arthur disparaît, je le rappelle, la nuit du 11 au 12 avril. Comme pour Maëlys, Lelandais nie tout en bloc. Il jure qu'il ne connaissait pas Arthur, qu'il ne l'a jamais croisé. Mais les faits sont là, implacables. La famille d'Arthur Noyer ne l'apprendra que des mois plus tard. Mais le 7 septembre 2017, un promeneur retrouve un morceau de crâne sur un chemin forestier près du col de Marcellaz en Savoie, proche de la commune de Montmélian. Ce n'est que le 18 décembre qu'il a été établi une correspondance entre l'ADN prélevé et celui d'Arthur Noyer. Ce qu'une expertise a par la suite confirmé, il s'agit d'Arthur Noyer. Au téléphone, la juge d'instruction qui nous a dit « On a retrouvé un crâne et c'est le crâne d'Arthur ». Grâce à l'enquête de Maëlys, l'affaire Noyer, qui aurait pu rester une disparition non élucidée, prend enfin une nouvelle tournure.
Le reste des ossements du jeune caporal sont retrouvés le 1er janvier suivant. Le 26 novembre, il aurait eu 30 ans. Pendant des mois, Nordal Lelandais garde le silence. Il esquive, contourne, répète inlassablement qu'il ne sait pas. Mais plus les preuves s'accumulent, plus son mur de silence commence à se fissurer. Alors il change de stratégie. Il finit par reconnaître qu'il a bien croisé Arthur cette nuit-là. Selon lui, il l'a pris en stop, ils ont discuté, puis une bagarre aurait éclaté. Arthur serait tombé, sa tête heurtant violemment le sol, et serait mort sur le coup. Mais il y a un problème. Les fractures sur le crâne d'Arthur ne collent pas avec une simple chute. Aucun témoin ne parle d'une bagarre. Et surtout, Lelandais n'en est pas à son premier mensonge. Les enquêteurs n'ont aucun doute, ce n'est pas un accident. Le lendemain de la disparition d'Arthur Noyer, Nordal Lelandais est en boîte de nuit. Il boit, il danse, il rigole comme si de rien n'était. Aucun signe de stress, aucune tension dans son attitude. Son visage est intact, pas de bleu, pas de lèvres éclatées. Aucun indice laissant penser qu'il a pu se battre la veille. Dans la salle d'audience, ce détail ne passe pas inaperçu. Alexandra, une ancienne connaissance de Lelandais, est troublée. Elle se souvient de lui comme d'un homme plutôt sympa, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé dans une telle situation. Mais ce qu'elle voit aujourd'hui ne colle pas avec le souvenir qu'elle avait. Lorsqu'elle témoigne, sa voix trahit une émotion contenue, mais elle garde son calme. 2 témoins sont partis avec un sentiment de culpabilité et je trouve ça dommage. S'ils nous écoutent, je voudrais leur dire qu'ils ne sont pour rien dans la mort d'Arthur. Face à elle, Lelandais se crispe. Il cherche un regard, un soutien qu'il ne trouvera plus jamais. Il encaisse les mots mais ne réagit pas vraiment. Il tente vaguement de répondre, d'assurer qu'il dira la vérité, qu'il ne sait pas quoi dire. Mais plus il parle, plus son silence précédent pèse lourd. Dans la salle, la tension est palpable. Pour la première fois, il vacille. Son masque se fissure. Et puis un dernier coup porté à ce qui lui reste de défense. Alexandra souligne ce qui semble être son véritable moteur. Lelandais a toujours cherché à attirer la lumière sur lui. Cette fois, il y est parvenu, mais à quel prix ? Le 3e jour du procès, la parole revient à ceux qui ont perdu Arthur. Face à Nordal Lelandais, une grande photo d'Arthur trône dans la salle. Son sourire figé fixe son meurtrier. Cécile Noyer, sa mère, s'avance. Chaque pas vers la barre est une épreuve. Sa voix tremble légèrement, mais elle est claire. 8 mois. 8 mois d'attente, d'angoisse, d'incertitude insoutenable avant que la vérité éclate enfin. Dans le box des accusés, Lelandais baisse la tête comme s'il cherchait à disparaître sous le poids de ses paroles. Son père, Didier Noyer, ne laissera jamais personne salir sa mémoire. Dans la salle d'audience, il serre les poings, sa voix tremble, mais il tient bon. Hors de question de laisser quiconque déformer la vérité. Son fils Arthur n'était pas un bagarreur, il n'a jamais cherché la confrontation, jamais provoqué qui que ce soit. L'entendre réduit à un simple accident, comme si tout ça n'était qu'un malheureux coup du sort, c'est insupportable. Le 11 mai 2021, le verdict tombe. 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Il vacille une seconde, échange avec son avocat et il esquisse un sourire. Un rire froid, bref, mais suffisant pour glacer la salle. Dans le public, les proches d'Arthur restent figés. « Arthur, mon grand, nous avons toujours gardé espoir de te revoir un jour. Mais là, aujourd'hui, nous savons que nous ne te reverrons plus jamais. » Une dure et amère réalité. Je ne trouve pas de mots ni courage pour exprimer notre immense chagrin. Mais cette histoire n'est pas terminée. Dans quelques mois, Lelandais devra répondre d'un autre crime, celui de Maëlys. En février 2022, Nordal Lelandais comparaît à nouveau devant la justice. Cette fois, il doit répondre du meurtre de Maëlys. Dès son entrée dans le box des accusés, la tension est palpable. Dans la salle d'audience, le silence est lourd. Tous les regards sont braqués sur lui. Face à lui, Jennifer et Joachim, les parents de Maëlys. Leurs visages sont marqués par la douleur, mais ils tiennent debout. À leur côté, Colline, la grande sœur de Maëlys. Son enfance s'est brisée le jour où sa cadette a disparu. Elle avait 13 ans à l'époque.
Aujourd'hui, elle en a 17. Elle affronte à la barre celui qui a détruit sa famille sans trembler. Il a présenté ses excuses, Colline. Non, j'en voulais franchement même pas. Il t'a regardé dans les yeux quand tu lui as parlé? Oui, le Landais est un prédateur, un lâche, un homme qui a choisi sa proie et l'a abandonnée dans la nature comme un déchet. Pour Jennifer et Joachim, la douleur est insurmontable. Leur fille ne peut pas être montée de son plein gré dans cette voiture. Elle était réservée. Elle avait appris à se méfier. Mais le Landais l'a attirée avec son chien, un piège sordide. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être qu'on n'a pas assez entendu. C'est le fait que Maëlys soit montée directement dans sa voiture. Ça, c'est quelque chose qui me... C'était pas une petite fille comme ça. Maëlys, elle était discrète, elle était réservée. Elle ne serait jamais montée comme ça dans sa voiture, en pleine nuit, pour aller voir des chiens qu'elle avait déjà vus. Maëlys n'a pas été une victime de hasard. Il savait que sur sa passion pour les animaux, il pouvait la faire monter avec lui. Il savait qu'elle était vulnérable. Il savait exactement ce qu'il faisait. Vous lui aviez parlé à cet homme ce soir-là? Oui, c'est par l'intermédiaire de Maëlys qui m'a dit si je pouvais aller voir les chiens de son copain. Elle m'a fait voir l'autre. Il était assis à une table. C'était lui, son copain. Pour parler d'un adulte, elle disait son copain. Donc ça voulait dire déjà qu'il avait déjà parlé avant avec elle. Du coup, on est allés toutes les deux voir les photos de ses chiens sur son téléphone. Joachim en est certain. Sa fille s'est battue. Les marques retrouvées sur le corps de Nordal en témoignent. Mais face à eux, le Landais ne réagit pas. Pas un sursaut, pas une once de remords. Il répète inlassablement qu'il n'a jamais voulu tuer. Il évoque un accident, comme si cela pouvait atténuer l'horreur. Qu'il assume ses actes et puis que pour une fois, il se libère. Qu'il libère sa parole. Déjà, au moment du procès pour Arthur Noyer en 2021, il avait tenté de minimiser sa responsabilité. Une bagarre qui aurait mal tourné, un coup de trop, une mort accidentelle. 1 an plus tard, devant la cour d'assises de l'Isère, il applique la même recette. Il invente un nouveau récit, une justification bancale pour relier les deux affaires. Il prétend que lorsqu'il a enlevé Maëlys, il ne voulait pas lui faire de mal. Mais dans la voiture, la fillette aurait paniqué, pleuré, cherché à s'enfuir. Et là, il aurait eu un flash, il aurait revu le visage d'Arthur Noyer. La peur l'aurait submergé, et pour faire taire cette image, il aurait tué Maëlys. Un parallèle effrayant, presque absurde. Alors la famille d'Arthur Noyer s'effondre, choquée d'entendre la défense de Le Landais. Mais quand on écoute les affirmations, quand on écoute tout ce qu'on entend, on a tendance un peu à bouillir, quoi. Les experts psychiatres et psychologues, eux, n'ont aucun doute. Ils décortiquent son comportement, analysent ses motivations. Ils tentent donc de comprendre ce qui se cache derrière ces crimes. Leur diagnostic est sans appel. Nordal, le Landais, n'est pas fou. Il est lucide, calculateur, maître de lui-même. Derrière son apparence banale, il découvre un narcissique manipulateur, dénué d'empathie, capable de violence extrême sans aucun remords, mais surtout un homme qui aurait recommencé. Son absence totale de culpabilité, son besoin de domination, sa capacité à dissimuler sa véritable nature en font un danger permanent. Et s'il n'avait pas été arrêté, les experts sont catégoriques. Il aurait récidivé. Le 18 février 2022, Nordal Le Landais est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Les parents de la fillette quittent la salle, dignes mais brisés à jamais. Leur combat est terminé, mais l'absence de leur enfant, elle, est éternelle. Maëlys, elle a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne, et c'était mon objectif. Je voulais lui rendre hommage. Je suis malheureusement déçu par l'autre. Dans le box, il aurait pu nous apporter plus de vérité, il aurait pu. Mais bon, je suis déjà contente pour ma sœur. Ma sœur, c'est une guerrière. Je tiens d'ailleurs à les remercier, à remercier l'avocat, toute la gendarmerie, tout ce qui a concerné ma sœur. Il y a beaucoup d'humains bien encore sur cette terre. Lorsque les portes de la prison se referment sur Nordal Le Landais, on pourrait croire que tout est fini. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Jusqu'ici, on le connaissait comme meurtrier. Mais à mesure que l'enquête avance, une autre vérité émerge, tout aussi effrayante, celle d'un prédateur sexuel. Pendant longtemps, pour cette petite fille, tonton Nono était cet adulte bienveillant, celui qui offrait des cadeaux, qui jouait avec elle
et qui la faisait rire. Elle n'avait que 4 ans quand il la prenait dans ses bras. 8 ans quand on lui a dit qu'il ne reviendrait jamais. Pendant 4 ans, ses parents lui ont caché la vérité. Ils ont inventé une histoire. Il était parti loin, à l'étranger. Il avait coupé tout contact. Mais à l'approche du procès, ils n'ont plus le choix, il faut lui dire. Les mots tombent, durs, incompréhensibles pour un enfant de son âge. Tonton t'a filmé pendant que tu dormais. Il a touché ton corps alors qu'il n'avait pas le droit. En un instant, son enfance bascule. Quand les enquêteurs fouillent à l'ordinateur de Nordal Lelandais en octobre 2018, ils tombent sur des vidéos insoutenables, des images qui donnent la nausée, si violentes que toutes les parties civiles quittent la salle lors de leur diffusion au procès. Brutalement, au grand écran de la salle d'audience est projetée la vidéo de 55 secondes. La cour d'assises de l'Isère s'apprête à visionner une séquence captée par Lelandais lui-même, enregistrée sans la moindre crainte d'être découvert. Attention, si vous êtes sensible, je vais vous dévoiler le contenu de cette vidéo, 55 secondes d'horreur. Les personnes présentes y voient le doigt d'un adulte souiller le corps de cette petite fille de 4 ans. Sur ces images, la fillette dort, inconsciente du crime, qui se déroule à son insu. Dans le box, l'accusé baisse la tête, refusant de faire face à son crime effectué 2 mois seulement avant l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. Les parents de l'enfant victime de ces enregistrements subissent le moment. La maman se souvient de cette période où sa fille a dû subir un examen gynécologique après la découverte des images. Elle se revoit face à ses grands yeux pleins d'incompréhension. Qu'est-ce qu'elle va me faire, la dame ? Sa voix se brise en évoquant cette scène. Ces révélations changent tout. Elles expliquent peut-être l'impensable. Officiellement, l'accusation n'a jamais pu prouver que l'enlèvement de Maëlys avait un mobile sexuel. Mais cette affaire jette une ombre plus que troublante sur ses véritables intentions. Même si l'accusé assure qu'il n'a jamais effectué ce genre de geste sur Maëlys, qui peut y croire encore maintenant ? Imagine des pires choses qu'il a pu lui faire durant. Durant l'instruction, Nordal Lelandais a tenté de se justifier, de donner un sens à l'insoutenable. Il a évoqué son mal-être, son addiction à la drogue et à l'alcool, cherchant à expliquer l'inexplicable. Il a admis ne pas faire la différence entre une femme et un enfant, comme si c'était une excuse, comme si ça pouvait atténuer l'horreur de ses actes. Encore une fois, je ne voulais pas lui faire de mal, je voulais faire ça en douceur. C'est horrible, c'est horrible. Pour ce crime, il est condamné à 5 années supplémentaires. Dès l'annonce de son arrestation, des familles prennent contact avec les enquêteurs. Ce ne sont pas des proches de Maëlys ou Arthur, mais des parents, des frères, des sœurs qui, en entendant son nom, ressentent une angoisse viscérale. Leur proche a disparu sans laisser de traces dans la même région. Et si Lelandais était responsable ? Face à cette vague de signalements, les enquêteurs rouvrent 11 dossiers de disparition non élucidés. Des affaires qui jusque-là semblaient vouées à l'oubli. Jean-Christophe Morin, 23 ans, disparu en 2011 lors d'un festival en Savoie. Ahmed Amadou, 45 ans, disparu en 2012 au même festival. Éric Forêt, 47 ans, disparu en 2016 dans la Drôme. Ses ossements sont retrouvés en 2023, mais les circonstances de sa mort restent inconnues. Lucie Roux, 43 ans, disparue en 2012 à Chambéry. Certains témoignages affirment qu'elle connaissait Lelandais, mais son dossier a été classé sans suite. Et il y en a encore plein d'autres. À ce jour, aucun lien formel n'a été établi entre Lelandais et ses affaires. Mais pour les familles des victimes, le doute est insoutenable. Sur le plan juridique, Nordal Lelandais n'est pas officiellement considéré comme un tueur en série. Pourquoi ? Parce que pour obtenir cette classification, il faudrait prouver qu'il a commis au moins 3 meurtres distincts. Or pour l'instant, il a été condamné que pour 2. Alors qu'on pourrait croire que Nordal Lelandais a disparu des médias, son nom refait surface. Cette fois, c'est pour une nouvelle condamnation. En mars 2025, il a pris 1 an de prison en plus pour agression sexuelle sur une de ses petites cousines qui avait alors 14 ans au moment des faits en 2017. Ce qui choque encore plus, c'est le contexte. Les faits auraient eu lieu le jour de l'enterrement du père de la jeune fille. Ses mains descendent dans mon dos, se posent sur mes fesses avec insistance. Je le repousse. Ensuite, il me touche la poitrine. Je le repousse encore. En retournant vers ma famille, il me dit «
tu dis quelque chose, je te tue. Une affaire de plus dans l'interminable liste des horreurs commises par cet homme, qui rappelle à quel point il représente encore un danger. Il purge une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys. Nordal Lelandais, qui a changé son nom pour Nordal Perinet en 2025, est devenu père d'un enfant conçu en prison. Autre nouvelle qui fait parler, malgré son incarcération, Nordal Lelandais est devenu papa. La mère de son enfant, dont l'identité reste inconnue, aurait commencé à échanger avec lui par courrier alors qu'il était encore en prison à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Leur relation s'est poursuivie à distance jusqu'à la naissance de leur enfant, alors que Lelandais était déjà transféré à la prison d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Depuis son transfert dans le Haut-Rhin, il semblerait que Nordal Lelandais soit bien intégré dans sa prison. Il est décrit comme un détenu sans problème, respectueux avec les surveillants, qui participe aux activités sportives et culturelles et qui aurait même demandé à travailler. En septembre 2025, il a été condamné pour violence conjugale sur sa compagne lors d'un parloir et s'est vu retirer l'autorité parentale. L'affaire Nordal Lelandais a bouleversé la France, non seulement par l'atrocité de ses crimes, mais surtout par ce qu'elle révèle sur la nature humaine. Elle a brisé cette illusion rassurante qui nous pousse à croire que le mal porte un visage reconnaissable, qu'il se cache dans les regards fuyants ou les comportements suspects. Non, le danger peut être un proche, un ami, un collègue, quelqu'un qui ne suscite aucun soupçon, un homme ordinaire en apparence, mais capable du pire. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus terrifiante de cette histoire. Aujourd'hui, Lelandais est enfermé, mais son ombre plane toujours. Derrière lui, il laisse des familles détruites, des vies brisées, des questions qui resteront peut-être sans réponse. Parce que certaines affaires ne se referment jamais vraiment. Parce que certains crimes ne s'oublient pas. Il nous a bien brisé, notre vie brisée. La vie à Maëlys qui avait toute la vie devant elle. Et puis nous aussi, notre couple, notre famille. Voilà, c'est plus du tout pareil quoi. 46 ans, j'avais tout. J'avais une famille, des enfants qui étaient adorables. J'avais fait des beaux enfants et en une fraction de seconde, j'ai tout perdu. Mais à travers tout ce chaos, ce qui doit rester, ce ne sont pas ses actes, mais les visages de ceux qu'il a volés. Maëlys, Arthur et tous les autres, connus ou inconnus, parce que ce qui importe, ce n'est pas la monstruosité d'un homme, mais c'est plutôt la mémoire de ceux qu'il a brisés. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à liker. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout de cette enquête difficile. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.